Donc, bienvenue au séminaire qui accompagnera dorénavant les séances du cours. Il s'agit de donner la parole à des experts du domaine pour approfondir diverses notions que je n'ai fait qu'esquisser dans les cours. Donc, le premier orateur, c'est Pierre-Évariste Dagan, qui est chargé de recherche CNRS et travaille au labo Lipsys de Sorbonne Université. Et Pierre-Évariste est quelqu'un de est un vrai Européen. Il a fait sa thèse en Écosse. Il travaille en France et il utilise des outils suédois particuliers, donc ce système AGDA dont j'ai beaucoup parlé, mais vous n'avez pas encore vu d'exemple. Donc ça va être l'occasion de voir justement AGDA à l'œuvre et de voir tout ce qu'on peut faire, toutes les jolies choses qu'on peut faire avec des types dépendants, des familles inductives. Notamment pour modéliser et transformer des programmes. Voilà, Pierre, à toi. Merci pour cette introduction. Tant que tout le monde s'installe, vous avez vu tout à l'heure que Xavier m'a fait signer un contrat pour autoriser la diffusion. Mais un des éléments du contrat, c'était de faire une référence appuyée à Proust. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est important de faire une référence à Proust. Donc pour moi, ça sera à Madeleine. On est mercredi matin, on est au Collège de France. Et pour moi, être au collège le mercredi matin, c'est un souvenir de mon enfance. En fait, mon père était prof de techno. Donc j'ai passé mes mercredis matins dans le laboratoire électronique avec un multimètre d'un côté, un poste à souder de l'autre. Et en fait, ce que je faisais avec mon petit frère, c'est que les étudiants avaient une réalisation technique à faire dans l'année. À la fin de l'année, ils partaient chez eux avec un petit objet électronique qui fonctionnait. Malheureusement pour eux, ils n'étaient pas très appliqués. Donc ce qui se passait, c'est qu'en fait, mon frère et moi, le mercredi, on prenait leurs objets techniques, on mettait les diodes dans le bon sens, on changeait les résistances, on mettait les bonnes résistances, etc. Donc si des collégiens ont eu des objets qui fonctionnaient, c'est un peu grâce à nous. Alors pourquoi je fais cette digression? Parce qu'aujourd'hui, on va faire cette chose-là, on va explorer un objet technique. Donc ça va être un mercredi, pour moi, ça va être un mercredi matin comme d'habitude. Et mon père faisait cette chose quand il démarrait les cours, c'est toujours de dire, bon, aujourd'hui, on va jouer. Donc aujourd'hui, on va être ludique et on va être technique. Donc, la plus grande tradition du collège. Pas celui-ci, mais un collège quelque part. Et donc, cette présentation ludique, on va la faire ensemble. On va interpréter ce type de façon littérale, au sens propre et au sens figuré. Au sens propre, on va faire tout un programme. Ensemble, aujourd'hui, en 60 minutes, on va construire un programme du début à la fin. Et en fait, on va même construire sa preuve de correction. Mais il y a aussi un sens figuré à entendre ici, c'est que programmer avec les types dépendants, ce n'est pas juste programmer comme d'habitude. Il y a un panel de techniques, il y a un panel d'idées qu'il faut voir et que je vais essayer de couvrir. Évidemment, en 60 minutes, on va voir des choses, on dirait, triviales, mais derrière, je vais essayer de toucher les idées vraiment importantes du domaine et les techniques vraiment importantes du domaine. Donc, on va partir. Quel programme? Je remonte à 1967. Il y a un papier de McCarthy Painter qui pose la question. Alors, on est vraiment au tout début des compilations et preuves de programme. Pose la question de savoir est-ce qu'on peut prouver, qu'est-ce que ça signifie que de prouver la correction pour un compilateur. Alors, les ambitions sont assez modestes à l'époque, ça va être les expressions arithmétiques. La vue de haut niveau, qu'est-ce qu'on va faire pendant les 60 prochaines minutes? On va prouver la correction d'un petit algorithme de compilation qui va nous amener des expressions arithmétiques vers un langage machine. En l'occurrence, on prendra une machine à piles. Pour ceux d'entre vous qui sont assez de cheveux gris pour savoir ce que c'est une calculatrice HP, voilà, une machine à piles, c'est une machine HP. Dans ce papier de 1967, petite précision, le McCarthy ici, c'est John, pas Joseph. Ce n'est pas le sénateur américain, c'est John, l'inventeur de Lisp, et aussi d'ailleurs l'inventeur du terme intelligence artificielle. Donc dans ce papier, ils font cette petite remarque dans l'introduction, ils disent, bon, on ne va pas traiter les structures de contrôle, il n'y aura pas de jump, il n'y aura pas de structure de contrôle avancée. Inutile de préciser, c'est quelque chose, c'est une restriction, ils étaient fortement conscients, c'est une restriction, mais on lèvera cette restriction dans les travaux futurs. Bon, ça nous a occupé encore 50 ans, et on est encore en train d'essayer de digérer ces choses-là, mais je vais faire preuve de exactement la même humilité, c'est-à-dire qu'à 12h30, on aura un compilateur prouvé pour le langage qu'on va étudier, d'accord ? À 13h30, plus ou moins 50 ans, vous pourrez avoir le compilateur prouvé avec en plus des structures de contrôle. D'accord ? Mais 12h30, on s'arrête, on va manger.
Alors, eh bien, petite précision, dernière précision. Donc, voilà, on va utiliser un assistant de preuve qui s'appelle Agda, qui est développé principalement à Chalmers, mais pas seulement. Je ne vais pas du tout insister sur cet aspect Agda. Il y a plein de langages qui offrent des types dépendants, Coq, Agda, Idris. Il fallait en choisir un. Choisir, c'est renoncer. J'ai choisi Agda sans aucune raison technique forte. D'accord ? Je me suis dit que si je vous exposais un petit peu Agda, je sais que les prochains orateurs vous présenteront énormément de Coq. Si vous sortez dans la rue aujourd'hui, les gens font du Coq sur leur téléphone portable. Donc, vous vivez dans cette chose-là. Je me suis dit que j'allais vous montrer quelque chose d'autre, quelque chose d'un petit peu différent. Dans ce que je vais présenter, je n'aborderai jamais les aspects techniques liés à l'utilisation d'Agda. D'accord ? On pourrait me le reprocher. Je vous invite à venir me poser des questions si ça vous intéresse. Mais je n'aborderai pas les aspects techniques. La seule chose qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en mauve, quand quelque chose apparaît en mauve sur l'écran, c'est que c'est un commentaire. Si vous ne distinguez pas les couleurs, il suffit de savoir que 2 tirets, le début d'une ligne qui sera un commentaire, et un crochet par tiré suivi d'un tiré crochet, c'est un commentaire aussi. D'accord ? Donc un exemple pour calibrer les mirettes. Voilà, ici, valeur, c'est du code. C'est pas en mauve et c'est pas sous des commentaires. Ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous, c'est des commentaires. D'accord ? C'est la seule chose de Agda que je vous demande de comprendre pour aujourd'hui. Donc, je vous ai donné la vision d'ensemble. Je propose qu'on se lance directement et qu'on écrive ce programme. J'ai écrit la spécification du programme. C'est une chose qui est assez rare quand on fait de la programmation, mais nous, on est des chercheurs, on ne fait pas de la vraie programmation. Donc, j'ai la spécification formelle. Et la première chose que je vais faire, qu'on va faire ensemble dans les 10 prochaines minutes, c'est juste de traduire le plus naïvement possible, le plus directement possible, cette spécification. D'accord ? Alors, allons-y. Donc je dois décrire l'ensemble des valeurs que j'ai ici spécifiées. Dans les valeurs, j'ai les valeurs booléennes, vrai et faux, et j'ai les entiers naturels. Comment je représente ça dans ma théorie des types ? J'utilise un type somme. Donc j'ai 2 choix possibles. Soit je suis en train de traiter un booléen. D'accord ? Donc j'ai ici B qui est un booléen. Alors bool, c'est un type qui est fourni par Agda. Hein. C'est un type qui existe déjà. Et j'ai les entiers naturels qui sont dans mon ensemble des valeurs. De la même façon, Agda fournit un objet qui s'appelle nat, les entiers naturels. D'accord ? Voilà, donc ça va être mes valeurs. Hein. C'est la somme, le type somme, qui est composé des booléens d'un côté et des entiers naturels de l'autre. Allons-y, maintenant les expressions. Alors, le langage des expressions qui m'intéresse, il y a les valeurs, V, la somme de 2 expressions plus E1, E2, et le if then else avec B qui est la condition, E1 l'expression si la condition est vraie, E2 l'expression si la condition est fausse. En haut, la spec, elle est écrite de la forme d'une grammaire BNF, autrement dit, c'est de l'arbre de syntaxe abstraite. Eh bien, je peux le traduire directement dans Agda sous la forme d'une déclaration de type de données. Donc, vous en avez vu tout à l'heure. J'ai pré-rempli, pour nous faire gagner du temps, j'ai pré-rempli le schéma. Donc, je vais avoir un premier constructeur qui est une valeur. Son argument, c'est quoi ? C'est un objet V de type valeur, plus, et un constructeur qui prend 2 arguments, E1 et E2, qui sont chacun des expressions, et cela construit une expression. Le if then else, ça prend une condition B, qui est un booléen, une expression E1 et une expression E2, qui sont chacune des expressions. Voilà, tout simplement, la traduction de la spécification ici se traduit directement ici. Ce n'est pas une coïncidence. En fait, ce papier de 1967, il a lancé un fil de réflexion qui a abouti à la possibilité de définir ces objets-là. Hope, c'est fait par des gens qui ont réfléchi sur ce papier de 1967. Et donc, ici, je vais pouvoir, mes 2 exemples que j'avais tout à l'heure dans la spécification informelle, je vais pouvoir les faire rentrer dans le système et vérifier que je peux écrire la chose. D'accord ? L'exemple 1, je fais plus de 1 et de 1. L'exemple 2, un peu plus compliqué avec une conditionnelle. D'accord ? Donc ça, c'est notre langage source. D'accord ? Je ne travaillerai pas sur les aspects parsing, etc. du langage. Je vais juste travailler au niveau des arbres de syntaxe abstraite. Mon langage cible, j'ai dit une machine à piles. Alors, il est encore tôt, il est que 11h30, les doctorants se lèvent à peine. Donc, remettons-nous dans le moule.
qu'est-ce que la définition d'une pile? Donc une pile, il y a deux constructeurs, la pile vide, je noterai epsilon, donc c'est la fin de la pile, et un constructeur de pile, donc ici, que je note point, qui est un opérateur infixe. Donc il y a un élément à gauche et un élément à droite. Son premier argument, eh c'est une valeur que je mets au sommet de pile, et la suite, eh c'est une pile. Vous reconnaissez évidemment la définition d'une liste dans vos langages fonctionnels favoris. On verra pourquoi par la suite j'ai choisi de le redéfinir. Alors, donc ça c'est la structure de données sur laquelle la machine à pile va fonctionner, mais la syntaxe de la machine à pile, quelle est-elle? Alors, la machine à pile que je considère, donc on va avoir un code machine. La première instruction, vous regardez la spécification, c'est le skip, c'est-à-dire ne rien faire. C'est juste une instruction qui dit on passe à l'instruction suivante, on ne change pas la pile. Ensuite, on peut faire un push, c'est-à-dire qu'on prend une valeur, V, et on la posera en sommet de pile. À l'exécution de l'instruction, on posera la valeur en question au sommet de pile. C'est un moyen de faire des constantes. On a un code pour l'addition. Alors la façon dont fonctionne l'addition, c'est que donc on a cette pile. On s'attend à ce que sur la pile, les deux éléments au sommet de pile soient des antinaturels. On les récupère, on les somme dans notre processeur et on réinjecte la somme sur le sommet de pile. D'accord ? La conditionnelle, on a une façon d'écrire la conditionnelle. Donc even else, mais majuscule cette fois-ci, on est sur du pseudocode, des mnémoniques assembleurs. Donc le even else, la façon dont ça va fonctionner, c'est que je vais aller piocher en sommet de pile, je vais trouver un booléen. Si le booléen est vrai, je veux exécuter le code correspondant à C1. Si le booléen est faux, je veux exécuter le code correspondant à C2. D'accord ? Ça me permet de faire une exécution conditionnée. Et on est sur un langage machine, d'accord ? Donc on va faire une instruction, suivie d'une instruction, suivie d'une instruction. Donc il me faut un opérateur de séquence que je note dièse. Donc j'ai un code C1 que je vais exécuter, suivi d'un code C2. À nouveau, c'est un opérateur infixe. Donc, par exemple, ici, si vous voulez, si on jette un œil à mes exemples ici, voilà. Ce que dit ce code ici, exemple 3, je vais push la valeur 1, ensuite je vais push la valeur 1 et je ferai l'addition. C'est évidemment le résultat, ce que j'attends pour la compilation de l'exemple 1 que je vous avais donné tout à l'heure, qui sera plus de 1 et de 1. Je souhaiterais que plus de 1 et de 1 soit compilé vers cette chose-là. L'intuition étant que quand je compile, je vais produire un code qui me donnera le résultat souhaité en sommet de pile. Voilà. Donc, on a notre langage source, les expressions. On a notre langage cible, les codes. Il ne nous reste plus qu'à écrire le compilateur. Donc, le compilateur est une fonction qui prend une expression, qui produit un code. On procède par analyse de cas, par filtrage. Alors, j'ai de la chance, en Agda, c'est automatisé. Hop, la définition va être construite pour moi. C'est facile, j'ai le type, donc c'est facile. Je vais faire un petit peu de renommage, c'est un des aspects de l'automatisation. Hein. Hop, voilà, juste un peu de renommage pour être cohérent avec mes notations. Donc, si mon expression est une valeur V, ce que je souhaite faire, ce que je souhaite produire, c'est un code machine qui va placer la valeur V en sommet de pile. Ça tombe bien, j'ai un pseudocode exprès pour ça, j'ai un mnémonique exprès pour ça, c'est le push. D'accord ? Dans l'addition. Alors l'addition, l'idée, ça va être de déjà compiler E1. Que va faire la compilation de E1 ? Il va produire un calcul qui posera le résultat de l'évaluation de E1 en sommet de pile. Et bien ensuite, je vais compiler E2, qui fera la même chose, qui posera le résultat de E2 au sommet, au-dessus de résultat de E1. Et ensuite, je ferai l'addition. Et donc, après l'exécution de l'addition, j'aurai en sommet de pile la somme de mes deux valeurs. Même idée pour le even else, il me faut compiler la conditionnelle B, qui va laisser en sommet de pile la valeur vrai ou faux du booléen B. Et à ce moment-là, je pourrais utiliser le mnémonique even else pour choisir, exécuter conditionnellement, le résultat de la compilation de E1 ou le résultat de la compilation de E2. Voilà, j'ai mon compilateur. Donc en 14 minutes, on vient de terminer l'écriture du compilateur. Si vous pensez que ce compilateur est correct, on peut aller manger. Malheureusement, regardez ce que je peux faire. Ici, par exemple, ce que je vais pouvoir faire, c'est me tromper. Ah, c'est dommage. Voilà. Donc je me suis trompé. Agda est parfaitement d'accord avec ce que je viens d'écrire. Vous voyez ici, il y a écrit checked. C'est-à-dire que la définition que je viens d'écrire est parfaitement validée par Agda. Je vais me tromper, il n'y a pas de filet de sécurité. D'accord ?
Donc, ce qu'on va vouloir faire, pour s'assurer que je n'ai pas écrit une définition qui soit fausse, on va vouloir faire une preuve de correction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que de faire une preuve de correction? Il faut déjà savoir ce que j'attends, quelles sont les définitions, quelle est la sémantique de mon langage source, quel est le sens que je donne au programme source, aux expressions, et quel est le sens que je donne au code. Et ensuite, on verra comment on peut exprimer ça. D'accord? Donc, il nous faut retourner, et il nous faut retourner tout au début. Et ici, allez voir les expressions. Donc, voilà les définitions qu'on a eues tout à l'heure. Et on va vouloir donner donc, une sémantique, un sens aux nos expressions. Alors, on est dans un système qui est extraordinairement riche. Donc, ce qu'on peut se permettre de faire quand on veut donner sens à un petit langage, ici les expressions, eh bien, on peut essayer de l'exprimer dans Agda lui-même. Voir Agda comme une sorte de framework d'environnement mathématique. Donc, les objets que je vais définir, ça va être avec des objets Agda. Et je vais considérer, moi, que c'est le sens des objets qui m'intéressent. Alors, très concrètement, donc ma sémantique, elle va prendre une expression. Et on pourrait s'imaginer qu'à partir d'une expression, on va calculer une valeur, un objet qui soit la valeur de cette expression dans Agda. Malheureusement, ça ne marche pas tout à fait comme ça, parce que regardez ce que je peux faire ici, mon expression 1. Je peux faire l'addition, je peux écrire l'addition entre vrai et 1. Et ça, c'est moyen. Ça, c'est moyen parce qu'il n'y a pas de sémantique à ça. Ça veut dire quoi d'additionner un nombre et un booléen? Pas grand-chose. Donc, ce que je fais, c'est que ma sémantique est définie de façon partielle, c'est-à-dire avec ce type option que Xavier a introduit tout à l'heure. Donc, option, c'est un type inductif standard paramétré. Il y a deux cas. Soit vous êtes OK, vous êtes en mesure de retourner une valeur. Donc, ici, on est sur des options valeurs. Donc, OK, ça nous permettra de construire une valeur. Et il y a le cas KO. Je suis KO quand je ne sais pas quoi répondre, quand l'objet que je suis en train d'étudier n'a pas de sémantique. Ça sera le cas, par exemple, si je fais l'addition de vrai et de 1. La sémantique de ça, c'est KO. D'accord? Alors, regardons. À nouveau, je vous ai fait l'analyse de cas, je l'ai pré-mâché. Mais donc, le premier cas, c'est les valeurs. Dans ce cas-là, je suis toujours en mesure de retourner la dénotation d'une valeur, puisque c'est la valeur elle-même. J'ai déjà une constante, donc c'est la valeur elle-même. Alors maintenant, sur l'addition. Et alors là, accrochez-vous, ça va un peu secouer, turbulence. C'est parti. Donc, pour calculer la dénotation de plus E1, E2, il faut déjà calculer la dénotation de E1. J'aimerais que ça soit un entier naturel. Et ensuite, calculer la dénotation de E2. J'aimerais que ce soit un entier naturel. Et après, je dirais que la dénotation de ces deux choses-là, c'est la somme des deux entiers naturels que j'ai obtenus. D'accord? Alors, le souci, c'est que un option valeur, ce n'est pas un entier naturel. Ça peut être un entier naturel, ça peut être un booléen ou ça peut être KO. D'accord? Donc, il faut rajouter de l'analyse de cas. On va étendre notre définition par pattern matching avec le résultat de la dénotation de E1. Et on va en profiter, on va faire immédiatement ajouter la dénotation de E2. D'accord? Donc ça me permet d'étendre mon pattern matching dans les trois petits points, c'est ce que j'avais déjà avant. Et ici, je peux voir le résultat V1 et le résultat V2 de la dénotation. Alors V1, c'est la dénotation de E1. Vous voyez, les types ici vous disent ce qui se passe. V1 est la dénotation de E1, qui est une option valeur, le résultat du calcul. Et V2, c'est la dénotation de E2. Allez, c'est parti pour l'analyse de cas, ou dit autrement la définition par filtrage. Deux possibilités pour V1, je suis OK ou je suis KO. Si je suis KO, on verra tout à l'heure. Si je suis OK, j'ai donc X est une valeur. Deux possibilités à nouveau, c'est un entier naturel ou c'est un booléen. Si c'est un entier naturel, je suis ravi, parce que c'est typiquement la situation dans laquelle je sais faire quelque chose. Donc je vais juste le renommer. Donc N1 est un entier naturel, qui est la dénotation de l'expression E1. Pour pouvoir continuer, il faut faire la même danse pour E2. Donc regardons V2, c'est un option valeur. Donc je suis OK ou je suis KO. Si je suis OK, j'ai donc une valeur X qui est soit un entier naturel, que j'appelle N2, soit un booléen. Alors, ce premier cas, par chance, c'est le cas qui a du sens. C'est le cas où j'ai deux entiers naturels. L'expression, c'est un plus de ces deux entiers naturels. Donc la dénotation, ça va être que je suis OK, je retourne un entier naturel qui est N1 plus N2. Voilà. Et ça, c'est le sens que je souhaite donner à l'expression plus. Le symbole plus que vous voyez ici,
c'est un symbole qui est défini dans Agda, que plein de gens utilisent et que je considère personnellement comme étant la définition de l'addition sur les entiers de Peano. Là, on a un problème par contre. Si vous regardez le but 0, on a un problème. Je suis en train d'essayer d'additionner un entier et un booléen. C'est la raison pour laquelle on a introduit le type option. Je ne sais pas faire, je suis KO. Et là, ce trou ici, le trou 1, là c'est pénible. J'ai la dénotation de E2, je ne suis pas en mesure de la calculer, je suis déjà KO. Et donc le KO se propage dans toutes les exceptions homonymiques de KO. KO se propage. Si j'ai un KO à gauche, je vais être KO à droite. Donc ici, vous voyez, je suis KO à gauche, ben, je suis encore KO. C'est-à-dire, si je n'ai pas pu calculer en dessous, ce n'est pas la peine d'essayer de calculer au-dessus, c'est faux. Pour les gens qui ont fait de la programmation, qui ont déjà fait de la programmation, c'est une exception évidemment. KO est le lancer d'une exception qui n'est pas rattrapée. Pour le cas ici où j'ai un booléen, pour la dénotation de E1 est un booléen, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, ça n'a aucun sens. Je suis en train d'essayer d'additionner un booléen avec quelque chose d'autre, donc je suis KO. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas essayer d'implémenter evenelse. Evenelse, c'est la même sorte de machination que ce qu'on vient de faire, mais si 50 ans de recherche en compilation et langage de programmation nous amène ici, ce n'est pas la peine de rester jusqu'à 2h30. Là, on a un problème. Si juste calculer la sémantique d'une expression me demande d'écrire autant de lignes de programme, c'est qu'il y a un souci. Alors, en fait, il y a deux soucis. Il y a un souci qui est cette histoire de KO qui se propage. Alors ça sera le sujet d'un cours sur les effets. Ce que je suis en train de simuler ici de façon purement fonctionnelle, c'est une exception. Ce que vous aurez dans le cours sur les effets, et je pense que le séminaire de Guillaume parlera aussi de ça. Cette fonction, je suis obligé de l'écrire pure parce que Agda est un langage qui sert aussi à faire des preuves, donc il est pur. Mais là, fondamentalement, je suis en train de décrire un effet. Donc, on peut appeler un plombier, c'est un plombier un peu avancé, mais qui s'appelle la monade, et qui va venir cacher cette misère, d'accord ? Cacher la propagation du chaos. Mais ça reste que de la plomberie, ça reste que cacher quelque chose qui est sous-jacent. Le problème sous-jacent, et c'est un problème conceptuel, et je vais utiliser une métaphore culinaire introduite, un concept culinaire introduit à la leçon inaugurale, on est en train d'additionner des choux et des carottes. On est en train de mélanger les torchons et les serviettes. On est en train d'essayer d'additionner un entier naturel et un booléen. D'accord ? Il est là, en fait, notre problème. On ne veut pas faire ça. D'accord ? Quelle est la solution pour ne pas faire cette erreur ? C'est le typage. La même réponse qui était la semaine dernière, la même réponse s'applique cette fois-ci. Donc, on retourne. On retourne à nos définitions et on se remet au travail. Notre définition est des valeurs, donc que j'ai remises ici, n'est pas satisfaisante parce qu'elle est insuffisamment typée. Et donc ensuite, on est embêté parce que tout est fusionné. L'objet valeur mélange trop d'objets sous un seul ensemble. D'accord ? Alors, introduisons les types. Dans le système que je considère, je manipule deux types, les entiers naturels et les booléens. Alors, je vais vous faire une syntaxe qui est plus familière. Voilà. Donc, l'objet ici, l'objet type, malgré son nom un peu intimidant, c'est juste un type inductif habituel. D'accord ? C'est un type inductif avec deux constructeurs qui n'ont même pas d'argument. Je peux difficilement faire moins impressionnant. Par convention, j'utiliserai la lettre T majuscule pour représenter les types. D'accord ? Donc, si vous voyez une variable grand T majuscule, pensez immédiatement c'est un type. Ce sera toujours le cas. D'accord ? Alors, ce que je vais faire ici, c'est que cette définition des valeurs, elle ne me plaît pas puisqu'elle mélange trop de choses. En fait, une valeur, ce que je voudrais, c'est qu'étant donné le type de cette valeur, je voudrais restreindre quels sont les objets qu'on peut considérer. Je voudrais être plus précis dans ce que je décris. D'accord ? Alors, et qu'est-ce que je veux dire ? Bien, en fait, ce que je veux dire, c'est que si T, le type, l'objet que je suis en train de manipuler, c'est un entier naturel. Et dans ce cas-là, les valeurs au type entier naturel, ce sont les entiers naturels de Agda. D'accord ? Tout à l'heure, on avait ce type somme, mais en fait, on veut être plus précis. Étant donné le type, on sait exactement ce qui peut être ce qui est représenté par une valeur. D'accord ? Alors maintenant, il faut remonter un petit peu nos définitions de tout à l'heure. Voilà, les expressions que j'avais écrites tout à l'heure. On va devoir mettre ça à jour. Les valeurs sont typées, les expressions doivent elles aussi être typées. Donc, pour typer, pour dire qu'une expression a un type T, on va les indexer. On va utiliser ces fameuses familles inductives que Xavier a introduites tout à l'heure dans son cours.
Alors, voyons un exemple concret. Plus. Et en fait, l'intuition que je vous l'ai donnée tout à l'heure, plus, c'est quelque chose qui prend une expression qui dénote un entier naturel, une seconde expression qui dénote un entier naturel, et ça va produire, quand j'aurai fini l'addition, ça produira une expression qui a un entier naturel. D'accord? Le even else. Even else, c'est intéressant. Je demande à ce que la condition soit booléenne, sinon je ne pourrais pas faire le even else. D'accord? Je ne saurais pas sur quoi je fais le even else. Quant aux expressions sur lesquelles je vais pouvoir faire le dispatch, là, en fait, ça m'est égal. Je peux prendre n'importe quel type T, quel qu'il soit. Par contre, il est nécessaire que les deux expressions aient le même type pour que, quand je finis mon even else, j'ai une expression de type T. Je ne peux pas décider d'un côté retourner du booléen, de l'autre côté retourner des entiers naturels, et à la fin, je ne saurais pas ce qui s'est produit. Donc j'impose à ce que des deux côtés, des deux branches, aient le même type. Ça ne devrait pas être surprenant si vous avez fait de la programmation fonctionnelle. Et pour les valeurs, mais en fait, le cas est très simple. Si j'ai une valeur à type T, eh bien, je produis une expression type T. Tout simplement. Là, la transformation que je viens de faire, si vous regardez, structurellement, je n'ai rien changé. C'est toujours les mêmes trois constructeurs, toujours les mêmes arguments. La seule chose que j'ai changé, c'est l'information logique qui est portée sur cet objet inductif. D'accord ? On est côté query-warn, mais côté programme, et on pique des choses chez les gens qui font des preuves. D'accord ? Là, je suis en train d'écrire un programme et je viens d'inscrire de la logique dans l'objet que je viens de manipuler. Alors, les exemples que j'avais écrits tout à l'heure fonctionnent toujours. Alors, maintenant, évidemment, il faut les indicer, d'accord ? Et en fait, Agda est en mesure d'inférer le type, parce que c'est très simple dans ce cas-là, d'accord ? Donc, j'ai deux expressions qui sont des entiers naturels. Alors, là, il faut le faire, il faut faire la bêtise, d'accord ? Alors, faisons-la. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'additionner vrai et 1 ? Agda se plaint, et Agda me dit, un booléen, vrai est de type booléen, ce n'est pas un entier naturel. Et je suis désolé, mais on attend une valeur de type naturel. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui vient de se passer ? J'ai un langage expression ici, qui est un langage typé. Et le typage, je n'ai pas écrit un type checker pour les expressions. J'ai utilisé le type checker de Agda pour obtenir un type checker pour le petit langage que je viens de construire. D'accord ? Et ça, c'est une idée assez importante. Conceptuellement, c'est élégant, mais est-ce que ça nous aide, hein ? Est-ce que ça nous aide à écrire nos programmes ? Alors, voyons voir. La sémantique des expressions. Donc, on a dit tout à l'heure, par des expressions, on construit des valeurs. Il faut être plus précis maintenant. Une expression de type T produira une valeur au type T. D'accord ? Hop. Et écrivons le programme. Donc, comme tout à l'heure, pour une valeur, je peux directement la retourner. Si je fais l'addition de E1 et E2, je calcule la dénotation de E1. Qu'est-ce que c'est la dénotation de E1 ? Alors, voyons voir ici. Agda me dit, par inférence de type, il me dit c'est une valeur sémantique de E1, c'est une valeur de type nat. Si je normalise ça, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un entier naturel, en fait. Ici, c'est un entier naturel. Donc, je vais pouvoir faire l'addition avec l'expression E2. Et ça, c'est exactement la dénotation de plus. Et je n'ai pas eu à traiter les cas poubelles que j'ai eu à gérer tout à l'heure avec le chaos qui se propage et le fait que potentiellement j'avais un booléen, puisque le typage me garantit que j'ai les bonnes valeurs. Et ici, en fait, même astuce, je vais pouvoir utiliser la construction even else qui est fournie par le langage par Agda pour implémenter le choix conditionné, l'exécution conditionnée pour définir la sémantique de la conditionnelle. Voilà. Et voilà. D'accord ? Alors, cet objet SEM-E, la sémantique, c'est une définition. Je peux faire le malin et travailler en théorie des types. Il y a un moment, il faut poser des définitions. Et ça, c'est une définition. Je peux me tromper et il n'y aura pas de filet de sécurité. Le seul filet de sécurité, ça va être de faire des tests, de vérifier que cette définition est correcte, peut-être faire d'autres définitions. Donc là, rapidement, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, j'ai écrit 2 tests. Le premier, c'est vérifier que 1 plus 1 égale 2, ce qui a occupé Russell et Whitehead pendant un certain temps. Et ça apparaît réellement, si vous regardez le texte. Donc 1 plus 1 égale 2, c'est ici prouvé en Agda devant vos yeux. Voilà. Si jamais vous aviez des doutes. Donc voilà, on a notre langage source, maintenant il est typé. On a des valeurs qui elles-mêmes sont typées. Continuons. Hop. On va retourner sur les piles. Voilà. Donc les piles, là voici la définition de tout à l'heure.
puisque j'ai changé, j'ai rendu plus précise la définition des valeurs, maintenant elles sont indicées par un type, je ne peux pas laisser ma définition des piles en l'état. D'accord ? Alors ce que je vais faire dans quelques minutes, ça va être exactement la même chose que j'ai fait avant. Enseigner, c'est répéter. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure. Pour décrire une pile, ce n'est pas n'importe quoi. Une pile est précisée par une notion de typage. Regardez l'intuition que j'ai utilisée tout à l'heure. Quand j'ai défini l'addition, j'ai dit l'addition se produit sur une pile qui est un antinaturel suivi d'un antinaturel suivi de quelque chose. Ben, il faut que je sois en mesure de traduire cet invariant. Alors, je vais donner des types à mes piles. Hop. Quel est le type d'une pile? Alors déjà, il y a sa longueur. D'accord? Combien d'éléments j'ai dans la pile? La longueur. On pourrait utiliser les vecteurs de tout à l'heure qui me donnent la longueur d'une liste. Mais là, j'ai besoin d'être un peu plus précis. J'ai besoin de savoir le type de chacun des éléments. Ben ça, en fait, c'est exactement, et vous réfléchirez à ça demain matin sous la douche, c'est exactement une liste de types. La liste de types encode à la fois la longueur de ma pile et le type de chacun des éléments. D'accord? Alors, on va le voir ici en action maintenant. Comme tout à l'heure, si j'utilise sigma, sigma 1, sigma 2, sigma 3, immédiatement pensez, c'est une référence vers un type pile. D'accord? Donc c'est la notation que j'utiliserai pour mentionner des types piles. Donc ici, ma pile, maintenant, il faut que je la rende plus précise, plus discriminante. Quand est-ce que je peux utiliser le constructeur de la pile vide? Uniquement quand mon type m'indique que la pile contient aucun élément. D'accord? Quand est-ce que je peux utiliser le constructeur de pile? Uniquement quand ma pile me dit, quand mon typage me dit que j'ai un objet de type T en sommet de pile et ensuite une pile quelconque de type sigma. D'accord? Et alors ça, ce que cela me permet de dire, c'est de permettre de dire que ma valeur qui est contenue, premier argument ici, c'est une valeur de type T, et que la suite, le reste de la pile, est lui-même de type sigma. D'accord? Alors, à nouveau, ce n'est pas une manipulation purement symbolique. J'ai encodé de la logique dans ma structure de données. Ce n'est pas quelque chose qui est purement symbolique, qui est purement dénué d'intérêt. Regardons ce qui se passe quand je souhaite écrire des programmes. Et ça, je pense que tous les programmeurs fonctionnels ont déjà été confrontés à cette situation. Vous voulez obtenir la tête d'une pile. Dit autrement, vous voulez obtenir la tête d'une liste. Si vous le faites dans un langage simplement typé, vous avez toujours à considérer le cas où la liste est vide. Eh bien ici, on peut encoder dans le type, on peut préciser le fait que si j'essaye d'obtenir la tête de quelque chose, ce quelque chose a plutôt intérêt à être une pile non vide, c'est-à-dire de type T quelconque, suivi d'une pile. D'accord? Et donc, obtenir la valeur qui est en sommet de pile, c'est trivial. Il suffit de regarder ici quel est pi. Alors, attendez, je vais vous montrer le type. Donc, ce que j'essaie ici, c'est que pi est une pile de type T sigma. J'ai deux constructeurs pour les piles. Pile vide, pile non vide. En fait, il n'y a pas le choix ici. C'est nécessairement la pile non vide. Hop, et voilà. Et en fait, Agda peut finir le programme pour moi. Et même chose ici, hein, enseigner c'est répéter, je l'ai déjà dit. Donc la queue c'est la même chose, mais pour obtenir la queue de la liste. Voilà, donc nous voici avec les piles typées. C'était un bref détour, en fait, on n'en a pas encore besoin, mais c'est pour vous mettre dans l'idée. La technique qu'on vient d'utiliser ici, c'est exactement la même que celle qu'on a utilisée au début avec les types et les valeurs. On a défini les types qui permettaient de classifier les valeurs. On vient de définir les types de piles qui permettent de classifier les piles. D'accord? Eh bien, on va refaire ça encore une fois. Je crois avoir déjà dit que enseigner, c'est répéter. Pour les codes. Donc, les codes, à nouveau, on a ce problème qui est tout à fait normal, que push prend une valeur, et cette valeur a un certain type. Donc, il va falloir préciser un peu les types. Voyons voir. Pour le code, l'intuition que je vous ai donnée, et vous voyez, c'est toujours le même processus. Hein. Je vous ai donné une intuition quand j'ai décrit le programme, et là, ce que je suis en train de faire, c'est traduire cette intuition vers un objet formel que l'ordinateur est en mesure de manipuler. Et c'est ça, en fait, la programmation avec type dépendant. Traduire nos intuitions vers quelque chose sur lequel l'ordinateur est capable d'agir et de nous donner un feedback. Donc l'intuition, c'était qu'un push prend une pile quelconque. Ah, non, je vais faire l'addition, c'est plus intéressant. L'addition est définie pour une pile qui a une forme très particulière d'être composée de deux antinaturels suivis de ce que l'on veut. Ça, c'est ce que ça prend en entrée. Mais il y a aussi quelque chose que je sais, c'est qu'en sortie, ça produira une pile qui est la forme suivante.
avec sigma qui est identique des deux côtés. D'accord? Et en fait, on va appliquer cette technique pour tous les constructeurs. Donc, par exemple, ici, si j'ai une valeur de type T, ce que je sais, c'est qu'avant le push, j'ai une pile quelconque sigma. Et après le push, j'aurai un type T en sommet de pile et le reste de ma pile de type sigma. Le skip, très simple. Le skip, c'est facile. On a un type sigma, on ne fait rien, donc on obtient toujours un type sigma. La conditionnelle, ce qu'on a dit, c'est qu'on partait d'une pile qui avait un booléen en sommet de pile, et après ce que l'on veut. Et là, regardons ce qui se passe pour C1. C1 va être exécuté dans la pile de type sigma. Et il va produire une pile de type sigma 1, quelconque. D'accord ? J'ai la même restriction que tout à l'heure pour le if-then-else au niveau des expressions. J'ai la même chose ici. C'est que mon code C2, lui, va être aussi exécuté à partir de sigma. Ça, c'est normal. Et par contre, chose intéressante, chose importante, c'est que je dois aussi finir avec une valeur de type sigma 1. D'accord ? Ce qui me permet de dire qu'après l'exécution de mon if-then-else, j'arrive avec une pile de type sigma 1. Alors, la séquence d'opérations, c'est rigolo. La séquence d'opérations, vous partez d'un état. Vous commencez avec un code qui est une pile sigma 1 et l'emmène dans une pile sigma 2. Mais pour exécuter le code C2, il faut que C2 soit prêt à fonctionner dans une pile sigma 2. Et on produira du sigma 3. Et donc ici, cet objet-là, quel type? Sigma 1, sigma 3. D'accord? Toute ressemblance avec la composition de fonctions ne serait pas fortuite. D'accord? On a une composition inversée ici. Tac, tac. Ah oui, et il ne faut pas oublier de mettre à jour ces types. Ici, c'est donc devenu un type indexé, pas par un argument, comme vous avez pu le voir dans les slides de Xavier, mais ici deux arguments, ce qui fondamentalement, par purification, ne change pas grand-chose. D'accord? Voilà. Donc on est indexé deux objets par deux piles. Si vous avez l'habitude de faire de la preuve de programme, et que là vous murmurez le mot « Ah, mais c'est des préconditions et post-conditions », bien sûr, c'est préconditions, post-conditions. Et bien sûr, c'est une interprétation abstraite. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, on peut revisiter nos exemples. Il faut juste mettre des types plus précis. Alors, je peux demander à Agda de les faire pour moi. Voilà. Donc, Agda me dit que automatiquement, il peut inférer que, par exemple, l'exemple 3 s'exécute parfaitement bien à partir d'une pile vide, rien sur la pile, et produira un résultat, un antinaturel en sommet de pile. D'accord? Tout simplement. On peut être un peu plus général. On pourrait dire ici, je pars de n'importe quelle pile sigma et je produis n'importe quelle pile sigma. D'accord, c'est la même chose. Très bien. On a le code. Maintenant, essayons de voir si on arrive à faire la sémantique. Alors, la sémantique. Donc, c'est toujours la même approche que pour la sémantique E des expressions. On a la sémantique C des codes. Et l'idée, c'est qu'on va prendre les codes qui sont un objet, un arbre de syntaxe abstraite, et on va les interpréter en tant qu'objet dans Agda. C'est-à-dire voir Agda comme un framework mathématique, comme le langage mathématique. D'accord ? Alors, comment faire ça? L'idée, c'est de voir que en fait, un code, c'est une fonction qui prend des piles en entrée, qui produit des piles en sortie, tout simplement. Alors, regardons ce qui se passe. On fait notre petite analyse de cas. Skip, facile. Je prends une pile pi, je ne fais rien, je la renvoie. Push, push, c'est très simple. Push, ce que je veux faire, c'est poser la valeur en sommet de pile. Regardez ici, le type me le dit en plus. Le type me dit qu'il attend une pile qui commence par un objet de type T et un objet de Six Sigma. Donc en fait, je peux utiliser un refinement ici et construire le programme automatiquement. L'addition, c'est fascinant. Là, vous êtes en train d'observer vos premiers programmes avec type dépendant. C'est normal que ça ressemble à de la magie. Dans 2 semaines, Mathieu Sozo vous expliquera ce qui se passe derrière quand on fait ces objets-là. Tout ça, c'est justifié. Aujourd'hui, on peut se contenter, on peut faire de la magie. D'accord ? Donc, ce que j'ai en argument ici, c'est une pile pi de type nat, sigma. D'accord ? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, pi est très particulier. Je sais que nécessairement, pi est de la forme suivante. C'est un antinaturel x, un antinaturel x1 suivi d'une pile pi de type sigma. Et donc, quand je veux faire l'addition, il faut que je produise une pile qui a un antinaturel suivi de sigma. Donc, hop, et ici, ça sera x plus x1. Et ici, c'est ma pile, le reste de la pile. La même astuce ici se produit pour le if-then-else.
Le IVNL, c'est nécessairement à partir d'une pile qui contient un booléen au sommet de pile. Donc regardons ce booléen. Si ce booléen est vrai, eh bien, il faut que je calcule la dénotation de C à partir de la pile pi. Si ce booléen est faux, il faut calculer la dénotation de C1 à partir de la pile pi. OK ? La séquence, l'exécution de C suivie de C1. Alors là, vous voyez, C prend du C1, du sigma 1 emmène vers du sigma 3, C1 prend du sigma 3 vers du sigma 2. Je vous le donne en 1000. Il faut commencer par exécuter C, par donner la dénotation de C à partir de la pile pi. Ça va produire une nouvelle pile de type pile sigma 3. Et ça tombe bien parce que c'est compatible avec ce qu'attend C1, qui produira du sigma 2. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? La séquence est une composition à l'envers. Voilà. Dans notre modèle dénotationnel que je suis en train de construire dans Agda, la séquence, le mnémonique assembleur qui séquence deux opérations, ça correspond exactement à la composition de fonctions. Voilà. Attaquons le compilateur. Hop et hop. Alors, le compilateur. On a le code qui était écrit tout à l'heure, je vais juste le décommenter. Même remarque qu'on a eue jusqu'à maintenant. Le type, là, il faut le mettre à jour. Maintenant, une expression, c'est un objet qui est typé. Donc, j'ai une expression de type T. Quelle forme de code je vais produire? Pour une expression de type T, quelle est la forme du code que je vais produire? On fait appel à nouveau à l'intuition que j'ai utilisée, que j'ai verbalisée tout à l'heure, mais que je n'étais pas en mesure de traduire quand je faisais la programmation simplement typée. Ce que je vous ai dit, c'est que la façon dont on écrit le compilateur, c'est que si on compile une expression par exemple qui a un entier naturel ou un booléen, on va produire un code qui, à la fin d'exécution, retournera une pile dans laquelle le résultat sera en sommet de pile. D'accord ? La façon de traduire ça dans les types, c'est que je produis un code qui, étant donné n'importe quelle pile sigma en entrée, produira un résultat de type T au-dessus de la même pile sigma. D'accord ? Donc là, je viens de mettre à jour mon type. Vous remarquez que je n'ai pas mis à jour le code. Je suis dans un état intermédiaire, j'ai édité mon buffer. Vous voyez, c'est encore mauve. Agda ne sait pas si le contenu de mon fichier est correct ou pas. D'accord ? Donc là, je vais lancer le type checker, roulement de tambour. Et voilà, c'est validé. Je n'ai rien changé au programme. J'ai juste traduit mes intentions, je les ai traduites au niveau des types, le même programme typecheck. Donc j'ai le programme avec un typage plus précis. Je viens de vérifier des invariants. En fait, là, ce n'est pas anodin. Il y a de la logique au niveau des types. La logique vient d'être automatiquement vérifiée par Agda. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça m'apporte ? Là, pour l'instant, vous ne me direz pas grand-chose. Mais on vient de définir la sémantique de mes langages sources, de mon langage cible. Donc je vais pouvoir écrire, énoncer le théorème de correction. Alors, le théorème de correction, c'est une propriété qui nous dit que pour toute expression E, et quelle que soit la pile de départ pi, si je compile mon expression E, j'obtiens un code. Donc maintenant, je peux calculer la dénotation de ce code, c'est la sémantique des codes, à partir de la pile pi. Pour que ce résultat-là soit correct, il faut que le résultat de ce calcul soit égal à... Alors ça va être une pile très particulière. À nouveau, je traduis mon intuition du début. L'exécution de mon programme doit résulter en une valeur, qui est la dénotation de l'expression, au sommet de la pile de départ. Donc ici, c'est la sémantique de E au-dessus de pi. Voilà. Alors là, j'ai écrit l'énoncé du théorème de correction de mon compilateur. Petite chose importante à noter ici, je n'ai pas changé de système, je n'ai même pas changé de syntaxe. Vous remarquez, la syntaxe est exactement la même que celle que j'ai écrite au-dessus. Je suis toujours dans Agda, je n'ai pas changé de mode, je suis en train de faire je vais faire une preuve, je suis en train de prouver un fait, et je l'écris comme un programme. Et donc, c'est le moment où on va appliquer ce parallèle qu'a énoncé Xavier tout à l'heure. Le pattern matching, la définition par filtrage, c'est une étude de cas. La récursion, les appels récursifs, c'est l'induction. On va faire une preuve maintenant, mais j'ai que les outils de la programmation pour la faire, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose.
Donc, je commence par une analyse de cas. Alors, un petit renommage, hop, pour respecter mes notations, voilà. Donc ici, premier cas, le cas des valeurs. Alors, si on regarde sans normaliser, à gauche, j'ai la compilation d'une valeur V, je calcule sa dénotation, et à droite, j'ai la dénotation de la valeur au sommet de la pile. Mais en fait, les choses qu'on voit au niveau des types, ici, c'est des objets qui calculent. Donc, calculons. Et si on calcule, ça se normalise vers la même chose. Donc, c'est une évidence. Agda est en mesure de résoudre ce problème tout seul. Merci, Agda. Le cas plus est un poil plus compliqué, mais c'est normal. On est en train de faire des choses un peu plus compliquées. Donc, l'addition, c'est la sémantique de l'addition. Ici, vous voyez, j'ai la compilation de 2 à partir de la pile P. Ce que je sais, par hypothèse d'induction, c'est que ça, c'est une pile avec la dénotation de E2 suivie de pi. D'accord ? Alors, je vais demander à ce que l'on fasse la réécriture de mon but à partir de cette hypothèse d'induction qui est donc E2 à partir de pi. Alors là, c'est l'induction. Hein. On est en train de faire une induction. Je l'écris comme de la récursion, mais mathématiquement, c'est de l'induction. Vous voyez, mon but vient de changer. Maintenant, je sais que la sémantique de la compilation de 1 s'exécute à partir d'une pile qui a en sommet de pile la dénotation de 2 suivie de pi. En fait, on va refaire exactement la même transformation pour la compilation, pour l'évaluation de E1. Mais cette fois-ci, on part d'une pile qui a la forme suivante. Sémantique de E2 suivie de pi. Voilà. Et regardez mon but. Alors, je vais vous montrer le but non normalisé. Donc, le but, maintenant, on a fait ces petites réécritures. Et donc, on sait que la pile qui va être utilisée pour calculer la sémantique de l'addition, c'est une pile qui commence par la dénotation de 1, puis la dénotation de 2, puis pi. Je répète, c'est des fonctions. Sémantique C est une fonction. Ça calcule, donc calculons. Et voilà ce qu'on doit prouver, qui est une évidence que Agda est en mesure de résoudre. OK ? Alors très rapidement, je vais faire juste pour être sûr que ça marche. Alors, on ne sait jamais. Je fais très rapidement le dernier cas. Donc ici, je réécris par rapport à B. Et il me faut une étape supplémentaire qui va consister à calculer la sémantique de E. Je vais avoir 2 cas possibles, soit la sémantique de B, soit B est vrai, soit B est faux. Hop. Ouh. C'est un peu peur. Voilà. D'accord ? Donc, je viens de réécrire ma pile de telle sorte que je calcule, puis j'ai évalué quelle est la dénotation de B, savoir quel cas du if-then-else je suis en train d'utiliser. Si c'est vrai, alors mon obligation de preuve, bien, en fait, c'est exactement l'hypothèse d'induction appliquée à E1 à partir de la pile pi. Si le cas est faux, c'est exactement le deuxième appliqué à partir de la pile pi. Voilà. On vient de faire cette preuve de correction en 48 minutes. Voilà, 50 ans de recherche en compilation et en programmation, voilà ce que ça vous donne. Alors, on va quand même vérifier que ça fonctionne, d'accord ? Pour prouver que ça fonctionne, il suffit de tester, hein, évidemment. Donc, je vais inverser ici les 2 branches. La preuve casse. Alors, c'est informatif de regarder où elle casse. Vous voyez, sans surprise, en fait, c'est ces 2 cas qui vont casser. Et ce que je suis en train d'essayer de faire, quelque chose qui est faux. Hein, j'ai à gauche la compilation de E2, sa sémantique, et je vais essayer de mettre égal à la sémantique de E1. Si 1 et 2 sont différents, ça ne marchera pas. Donc c'est absolument faux. Donc on est rassuré, on ne peut pas prouver quelque chose de faux. Hein. C'est une preuve. Voilà. Donc on a fini ce parcours. Chose importante, je fais un petit résumé d'étapes. La correction, la fonction de correction ici, c'est un programme. Alors j'ai utilisé la notation rewrite parce que c'était un petit peu difficile d'écrire comme avec juste les constructions que j'ai introduites précédemment. Mais rassurez-vous, rewrite en fait se traduit juste avec du pattern matching et des abstractions, des choses tout à fait standards. D'accord ? Donc ça, c'est un programme. On est du côté Curie-Howard, côté preuve, en utilisant des techniques de programme. Tout à l'heure, toute la première partie de la présentation, on était de l'autre côté de Curie-Howard, on faisait des programmes et on utilisait des techniques de preuve. Voilà. Donc si aujourd'hui c'était votre première confrontation avec des types dépendants et que vous avez vaguement compris ce qui s'est passé, vous pouvez être fier de vous. Les prochaines minutes, les 10 prochaines minutes, vous voyez, c'est comme quand on est enfant, on est au sommet d'une grande descente et on se lance à vélo, d'accord ?
ça va tourner très vite. Il faut lever les genoux, il faut juste laisser faire. Je vous demanderai de ne pas crier. Il ne faut pas crier. Voilà, c'est juste pour les quelques chercheurs ici qui sont en train de se poser cette question. Ils sont tous en train de se poser cette question. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible d'écrire le compilateur, ici, d'avoir des types suffisamment précis pour qu'il devienne impossible d'écrire un compilateur faux? C'est naturel. Si vous êtes un chercheur, vous allez toujours jusqu'au bout des choses. Vous voyez, ici, rien ne m'empêche d'écrire ça. C'est juste la preuve de correction qui va me l'empêcher plus tard. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas, directement, par construction, avoir un compilateur correct, avec des types suffisamment précis? Alors, évidemment, si je pose la question, c'est que j'ai une réponse. Et la réponse est oui, mais. Alors, voyons voir. Faut retourner un petit peu, il faut introduire des notions. Donc là, je donne le code et ça va aller un peu vite. Ceux qui ont une certaine expertise en programmation type dépendant vont voir un petit peu ce qui se passe. Les autres, je m'en excuse. Donc l'idée, c'est que le type des codes était suffisamment précis pour représenter le typage, mais pas suffisamment précis pour représenter la sémantique. Et donc, quand je vais vouloir faire ma preuve du compilateur, je n'ai pas cette information sur la sémantique des objets que je manipule, et donc je ne peux pas interdire le programmeur du compilateur de faire des choses stupides. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir ici code SEMC, qui est en fait le code, vous voyez, skip, push, add, if, then else, dans lequel j'ai fusionné la définition de la sémantique. Alors, j'ai juste montré un exemple concret. L'addition, par exemple. L'addition, c'est un code qui ne prend pas d'arguments, donc qui ne prend pas plus d'arguments. Son type reste inchangé. Mais vous voyez ici, j'ai deux indices qui sont les piles, en fait. La pile d'entrée et la pile de sortie. Je considère que j'ai une pile d'entrée avec m, n et pi quelconque, mais qui a cette forme, m suivi de n suivi de pi. Et ce que fait l'addition, c'est qu'elle va calculer une pile qui sera m plus n suivi de pi. D'accord ? Alors regardez, j'ai toujours mes définitions au-dessus. J'ai toujours la définition du code qui est là, et la définition de la sémantique qui est ici. Et vous voyez, il y a une ressemblance frappante entre ces deux-là. En fait, on peut construire cet objet ici, code SEMC, de façon automatique, à partir de code et de SEMC. Ça s'appelle un ornement algébrique pour les experts. Et donc, en fait, on peut faire cette construction. Alors, petite note en passant, j'ai réutilisé exactement les mêmes constructeurs. Ce n'est pas ambigu, puisque le type me dit quel est le constructeur. Si j'ai un skip qui est de type code SEMC, alors c'est nécessairement ce skip-là. Si j'ai un skip qui est de type code, alors c'est nécessairement celui-ci. D'accord ? Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Les types sont ici pour clarifier les ambiguïtés. Alors, ce type en l'état ne sert pas à grand-chose si je n'ai pas les deux fonctions qui suivent. La première fonction, c'est une fonction évidente d'oubli. Si j'ai un code SEMC, donc un code qui est très précis, qui me décrit précisément la sémantique, je peux facilement obtenir le code sous-jacent. D'accord ? Mais en fait, il me suffit d'oublier la structure logique, qui est ici, en fait, qui apparaît qu'au niveau des types, donc au niveau du programme, il ne se passe absolument rien. C'est une fonction identité vaguement élaborée, il y a juste du typage qui se produit. Cette définition, elle est là juste pour guider Agda, lui dire « Regarde, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. » et ainsi de suite jusqu'à la fin. Contrairement à d'autres situations où jusqu'ici, tout va bien. Donc ici, la validité, deuxième lemme qui est clé. Si j'ai un objet, code indicé par la sémantique, d'accord, qui me promet qu'à partir de la pile pi1, le code en question produira un objet, une pile pi2, d'accord ? Eh bien, j'ai cette propriété. Puisque je viens de définir l'oubli de C vers un code, j'ai la fonction sémantique qui me donne la sémantique des codes, d'accord ? Eh bien, ce que je sais, c'est que pi2, l'indice de code SEMC, c'est exactement ce que j'obtiendrais si j'exécutais la fonction sémantique. D'accord ? En gros, je n'ai pas fait de bêtises ici en écrivant la fonction code SEMC. J'ai bien pris la fonction SEMC et je l'ai fusionnée à l'intérieur sans faire d'erreur. D'accord ? C'est exactement la même chose. D'accord ? Alors, donc ces trois objets, code SEMC, oubli et valide, c'est en fait automatiquement on peut les générer à partir de code et SEMC. Mais alors, maintenant on peut l'utiliser. Regardons la fonction de compilation. Hop. Alors la fonction de compilation, tout à l'heure on a fait cette astuce. Vous voyez, quand je suis passé de l'étape non typée à l'étape typée, j'ai dit bon, on rajoute le type T. Qu'est-ce que ça signifie sur le code ? Ça signifie que je pars d'une pile sigma et je produis une pile de type T sigma. Allons plus loin, et on est forcé d'aller plus loin, on est obligé de donner ces deux types. Si je définis mon compilateur, il va produire un code qui part d'une pile. Il parle d'une pile pi en entrée, quelconque, ça m'est égal. Mais ce que je sais,
et ce que je veux en fait garantir, c'est que le résultat de cette évaluation sera la dénotation de mon expression E suivie de pi. Je viens de taper, je n'ai pas validé. D'accord? Pour l'instant, ça passe ou ça passe, on ne sait pas. Allons-y. Alors ça marche. Silence. Ça marche, la validation pour push, ça fonctionne, ça répond à la sémantique, ça marche pour plus. Ah, pour IVNS, vous remarquez, j'ai laissé un petit trou. Est-ce anodin? Regardons. Donc ici, tout à l'heure, le code, c'était bien, on compile B et ensuite on fait le IVNS. Donc je vais essayer, je vais demander à Agda d'accepter cette définition. Et là, on a un message d'erreur, qui est le message d'erreur que vous rencontrez typiquement quand vous faites de la programmation avec type dépendant. Après, il faut être honnête, on est en train de faire transpirer l'outil. On est en train de faire des choses qui sont un petit peu... voilà, donc ça demande un peu de recul. Je ne vais pas vous demander d'inspecter ce message d'erreur pendant 10 minutes, ce qui est généralement ce que je fais, moi, de mes journées. Je vous donne la solution. Le problème, en fait, qui est symptomatique de ce message d'erreur, c'est que le terme que je suis en train de faire, de rentrer dans ce trou, il a le type qui est donné à gauche. Si B, alors V1 concaténé avec pi, sinon V2 concaténé avec pi. Donc le terme que j'essaye de faire rentrer dans le trou, d'accord, d'un côté je pousse, lui il a ce type-là, et en face, mon compilateur, son type, lui, il demande à ce que le trou soit de la forme suivante. Si B, alors V1, sinon V2, suivi de pi. Ah bah évidemment, c'est vrai, je peux définir la rustine et faire cette preuve. Par une analyse de cas, je peux prouver que cette égalité est validée. Voilà. Donc c'est vrai, c'est vrai. Sauf que il faut que je l'explique à Agda. Je ne peux pas espérer qu'Agda le comprenne. Ça, c'est de la preuve. C'est un être humain qui fait ça. Donc Agda n'est pas en mesure de construire cette preuve automatiquement. Donc je définis ma rustine et après j'applique la rustine. C'est comme pour les vélos, ça demande un certain savoir-faire. Donc je l'ai préécrite pour qu'il n'y ait pas trop d'hésitation. Voilà. Et donc maintenant, je suis en mesure, une fois que j'ai appliqué la rustine, de faire rentrer mon programme dans le trou. D'accord? Donc là, j'ai ma fonction compilation. Cette fonction compilation a donc cet avantage fondamental, c'est que je ne peux pas écrire ici une fonction compilation qui serait fausse. Les esprits chagrins diraient qu'on peut aussi difficilement l'écrire. C'est vrai. Mais on ne peut pas écrire une fonction fausse, c'est déjà ça. Alors, par contre, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir une fonction qui produit un code, et non pas un code sémantique. Mais bon, c'est très facile, il suffit d'utiliser la fonction oubli pour produire le code. Voilà. Donc, compile me produit un code sémantique, et ensuite j'oublie cette information. Et la correction, à nouveau, c'est un résultat en fait, qui tombe tout seul du fait de la validité du code. Et ici, voilà. On vient de retourner dans la même situation qu'on était tout à l'heure, quand on était en haut de la pente. On a à nouveau un compilateur qui a le type qu'on souhaitait, et on a une fonction qui nous assure sa correction. Il se trouve que maintenant, ces deux objets sont absolument triviaux par le travail que j'ai fait ici dans la définition, dans le typage du compilateur. Voilà. Et ce qui conclut ce séminaire, j'ai un peu du mal à vous lâcher. Xavier m'a demandé de faire un peu vous donner des perspectives de recherche. D'accord ? Là, il y a plusieurs façons de comprendre ce que je viens de faire. Il y a un aspect, c'est de se dire, bon, faire ça, c'est déplaisant. C'est-à-dire que j'étais dans cet endroit qui était sympathique, où j'écrivais juste le programme qui m'intéressait, d'accord, en faisant du typage fin. Et là, je viens de faire du typage qui était, alors initialement, qui n'était pas assez dépendant. Vous vous rappelez la sémantique des codes au début, insuffisance de dépendance, on écrivait un programme qui était moche. J'ai rajouté un peu de dépendance, on est arrivé à un programme qui était élégant. Ici, on avait un programme qui était élégant, et j'ai mis trop de dépendance et d'un seul coup, il est moins élégant. Je suis en train de ramener des preuves à l'intérieur du programme, et c'est polluant, c'est pas ce qu'on a envie de lire. D'accord ? Donc, il y a une perspective de recherche, c'est de comprendre qu'est-ce qui fondamentalement est un bon type dépendant et qu'est-ce qui est un mauvais type dépendant. D'accord ? Et je pense que les travaux, alors le talk d'Asia sur la partie mathématique, en fait, ça nous apprend quelque chose à nous programmeurs aussi. Donc c'est vraiment quelque chose. Donc c'est le séminaire de la semaine prochaine, il me semble.
ça nous apprend quelque chose et c'est des outils que nous on utilise aussi pour programmer. Et évidemment, le séminaire de Thierry sur l'égalité, en fait, tous nos problèmes, vous voyez, la rustine ici, il y a l'égalité. Généralement, quand vous écrivez un programme avec type dépendant et que vous commencez à introduire une égalité, vous savez que vous avez un problème. Donc les idées que développe Thierry, par exemple, sont vraiment de nous permettre de pousser cette direction, de mieux comprendre qu'est-ce qui est une bonne définition, qu'est-ce qui est une mauvaise. Alors, il y a cet aspect, peut-être qu'il y a une limitation, mais il y a aussi les jusqu'au-boutistes. A priori, pourquoi je n'aurais pas le droit d'écrire ça? Pourquoi ne pas introduire des mécanismes dans le système qui me permettraient d'écrire ça, mais de façon plus agréable? Alors, un exemple qui est faisable aujourd'hui dans Agda, c'est d'avoir un système de réécriture. C'est-à-dire que je vais rajouter ma rustine dans la théorie équationnelle d'Agda. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, voilà, vous voyez, j'ai pu retirer la rustine. Alors, je ne l'ai pas vraiment retiré, en fait, c'est juste un mécanisme, c'est de la plomberie. C'est-à-dire que j'ai informé Agda que quand il tombait sur le but de gauche, il avait le droit de le réécrire automatiquement dans le but de droite sans me solliciter. C'est un mécanisme qui pose des questions de recherche et qui sont très, très intéressantes. Alors, peut-être, voilà, la conclusion, c'est que peut-être qu'on veut écrire des programmes comme ça. Et dans ce cas-là, on se donne les moyens. C'est une question ouverte. Et pour finir, je ne voudrais pas que vous sortiez de cette salle avec une mauvaise impression. D'accord ? Ce que je viens de faire, c'était à but pédagogique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié un programme qui pouvait s'écrire de façon simplement typée et qu'ensuite on a prouvé en introduisant les types dépendants. Ne vous méprenez pas. L'intérêt fondamental en fait, des types dépendants, ce n'est pas la preuve. Je peux avoir donné cette fausse impression. C'était juste que je voulais qu'on puisse tous partir avec nos intuitions ML et ensuite basculer sur les types dépendants. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant avec les programmations type dépendant, c'est les programmes que vous pouvez écrire avec ces types dépendants. Donc, pour conclure, je vais citer John Fitzgerald Kennedy, qui disait ne demandez pas ce que les types dépendants peuvent faire pour vos preuves. Demandez-vous ce que les types dépendants peuvent faire pour vos programmes. Voilà. Et j'en ai fini. Merci.